الليلة حلقة مشتركة بين جمعية صفاقس لرياضات الطبيعة وجمعية الاستغوار والتسلق بزغوان اللي نمثلها أنا. نحب نفكركم جست قبل ما نبداو اللي لقاءات ملهمة ولات كل جمعتين في عوض كل جمعة، ذاك نظرا لتخفيف حظر التجول. دونك كل 15 يوم شد عندنا لقاء مع ضيف في انسبايرينج ميتينجز. الليلة يكون لي شرف باش نكون مقدم هذه الحلقة في بلاصة صديقي العزيز المتألق أحمد الشرفي، وفي بلاصة زاد صديقي المشاغب قيس المنيف، وخاصة في بلاصة المتألقة على الدوام وأحسن مقدمة عندي أنا للقاءات ملهمة حتى توا اللي هي نور القلاب. اللايف نتاع الليلة يتعدى سيمultanément في صفحة SOS كالعادة، وجمعية الاستغوار والتسلق الزغوان، وصفحة نجم نعاون فيه. الحلقة نتاع اليوم اجتزنا برشا أماكن ما يمشي لهمش العباد العاديين، برشا بلايص خارجة للسيركوي توريستيك. الحلقة نتاع اليوم اخترنا لها اسم Exploration en souterrain connu marché sur la lune، والضيف نتاعنا تيفسر لنا علاش marché sur la lune. الضيف نتاعنا اليوم اللي هو المغامر والمستغرب الفرنسي المعروف في البانس. هكا علاش باش نركزوا توا نحكيو بالفرنساوية. Voilà, donc comme je disais en arabe, notre invité ce soir est Phil Bans, que je connais personnellement depuis 2012. Il a répondu présent à notre invitation en Tunisie. Et depuis, nous entretenons des liens d'amitié qui traduisent un peu notre amour commun pour la montagne et l'aventure. Pour présenter Phil comme il se doit, je prendrai facilement plus qu'une demi-heure, tellement son CV est riche, mais je vais me limiter à quelques points de son parcours pour le présenter un peu à vous. Donc, il est tout d'abord spéléologue et grimpeur professionnel, c'est-à-dire qu'il a des diplômes qu'on appelle en France des brevets d'État ou des diplômes d'État. Ça traduit son amour pour la nature et la montagne qui l'ont poussé un peu à en faire son boulot. Phil est un spéléologue chevronné et connu mondialement pour ses explorations spéléologiques. Elle fait partie du prestigieux PETZL Team qui regroupe l'élite mondiale de tout ce qui est sport de montagne. Il est aussi fondateur et directeur du festival Expos du film de montagne. Dans cette année, ça sera la 14e édition. Et qui était parmi les rares festivals qui ont répondu présent en 2020 malgré la pandémie. Il a à son actif plus qu'une trentaine d'expéditions internationales, c'est Jean Modus, qui me corrigera tout à l'heure. Et donc, il va nous parler dans quelques instants de ses aventures, de ses explorations sur le globe terrestre. Il est aussi photographe de renommée. Ses photos Plusieurs de ces photos ont été primées dans plusieurs compétitions internationales et une ou deux, je crois, qui ont illustré plusieurs ont illustrés dans plusieurs calendriers, ainsi que la métro de la ville de Bilbao en Espagne, si je ne me trompe pas. Enfin, et avant de lui donner la parole, j'aimerais rappeler que Phil est un grand ami de la Tunisie. Il était parmi nous plusieurs fois, dans certaines comme invité du Festival du film de montagne et de Zagouan, dont il est le parrain de la première édition en 2014. Je vous rappelle aussi avant que Karama collectera vos questions, que vous pouvez écrire dans les commentaires en dessous du live. Voilà, Phil, je te cède la parole pour nous faire rêver et nous inspirer. Je ne dirai pas autant que tout ce que tu as fait, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu de tes explorations. Voilà, je vous laisse avec Phil et on revient juste après sa présentation. Bien, merci Meher, et merci à vous pour l'invitation. J'ai fait une petite présentation, une sélection de photos pour retracer un peu quelques histoires et quelques aventures que j'ai pu faire en spéléo depuis 25 ans maintenant.
Voilà, donc c'est pas exhaustif parce que j'aurais pu en mettre le double sans problème. Mais voilà, c'était pour montrer un petit peu différents aspects de différentes explorations, différentes cavités, que ce soit en France et puis dans plusieurs pays à l'étranger. Parce que j'aime bien, pour moi, la spéléo, c'est vraiment ça. C'est l'intérêt, c'est de faire de l'exploration, c'est faire de la découverte. Et, euh, et plutôt que de passer 20 ans sur un même massif ou sur un même karst dans un même pays, moi j'aime, voilà, je suis curieux de nature et donc ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir un peu ce qui se passe dans différents pays du monde parce qu'à chaque fois la pratique est différente, les cavités sont différentes, le milieu extérieur est différent, les gens sont différents. Donc voilà, c'est à chaque fois une grande richesse et un plaisir de parcourir tous ces endroits. Donc ben, si vous voulez bien, on va commencer avec, avec quelques photos. Alors, donc j'ai mis ça là pour commencer parce que c'est la photo qui m'a donné envie de faire de la spéléo quand j'étais petit, quand j'avais 12 ans à peu près. Voilà, c'était la photo qui était sur un livre de Michel Siffre. Michel Siffre, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un spéléologue français qui a pas mal fait découvrir l'activité par ses expériences hors du temps. Vous en avez peut-être entendu parler. Et à l'époque, il faisait des livres de présentation de l'activité. Et en quatrième de couverture d'un de ses livres, il y avait cette photo que j'ai vue quand j'étais tout petit et qui m'a complètement fasciné parce que je me suis dit que ce que faisait ce gars, c'était juste complètement incroyable d'être au milieu de cette cascade dans le noir et tout ça. Voilà, ça m'a vraiment marqué et c'était de manière inconsciente. Donc voilà, je savais pas ce que c'était du tout la spéléo à l'époque. J'avais pas ça dans ma famille, dans mes amis. Mais cette photo, elle m'a vraiment marqué. Et j'habitais dans le Gard à l'époque et elle a été prise, je l'ai su après, dans une cavité qui s'appelle Borde de Crue, qui est en Ariège, dans le département où j'habite maintenant. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai ensuite fait des explorations 15 ans après dans cette même cavité qui m'avait fait rêver quand j'étais tout petit. Et on a découvert la suite de cette grotte qui est assez magique. Voilà, donc il y a un lien entre la première et ce que j'ai fait ensuite. Donc ça, c'est une carte pour montrer ben, là où j'ai commencé à faire de la spéléo, sur un petit massif qui s'appelait Méjeanne-le-Clap. Autour de Méjeanne-le-Clap, c'est un petit karst où il y a des cavités qui sont pas très profondes, ça fait 200 mètres de profondeur maximum. Et c'est là où j'ai commencé. Et puis ça m'a plu de plus en plus, donc du coup j'ai découvert d'autres coins en France, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans les Cévennes, dans des endroits où les cavités étaient un peu plus importantes. Puis après, du coup, ça m'a plu encore plus, donc j'ai décidé d'étendre un peu mon activité, donc ben, sur des pays frontaliers avec la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, l'Algérie, la Tunisie, la Crète, la Turquie, enfin voilà, différents pays frontaliers, méditerranéens et européens. Et puis j'en ai fait un peu plus loin aussi. J'ai fait des expés dans différents pays du monde, un peu sur tous les continents. Et on voit avec le chiffre 6 à droite, là, en fait, que j'en ai fait pas mal en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que c'est un pays qui m'a fasciné, où je suis allé sur différents secteurs, mais sur le même massif qui s'appelle le massif des Nakanaï. Voilà. Puis comme disait Meyer, moi j'aime bien faire de la photo depuis pas très longtemps, depuis 2006. Et voilà, l'idée c'est de partager, en faisant des photos, de partager la chance qu'on peut avoir de découvrir et de voir des choses incroyables sous terre. Et si on le raconte avec des mots, ben ça peut pas égaler la force d'une photo, parce que ce qu'on voit sous terre, c'est vraiment des images. Et quoi de mieux qu'une photo ou des films pour pouvoir partager ça avec des gens qui pratiquent pas ou qui n'ont pas qui pratiquent mais qui peuvent pas aller dans ces mêmes endroits. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle j'ai fait de la photo. Donc ces deux photos là, c'est des photos qui sont pas loin de chez moi, dans les Pyrénées, avec des concrétions assez remarquables. Dans la première, on a fait de l'exploration dedans, on a découvert des nouveaux réseaux. Et
cavité qui est connue pour l'originalité et la richesse de son concrétionnement. Voilà, ça c'est une autre cavité qui est à une demi-heure de chez moi, avec une grande stalagmite là, à côté du personnage qui, il y a une cinquantaine d'années, était la plus haute du monde. Mais bon, ça a changé depuis. Voilà, une autre photo qui a gagné quelques prix dans des concours. Ça, c'est une autre cavité qui est au nord de Montpellier, en France, toujours. Ça, c'est une traversée de la Pierre Saint-Martin, si ça vous dit quelque chose. C'est un grand gouffre dans les Pyrénées-Atlantiques. C'était un des premiers gouffres qui arrivait à 1000 mètres de profondeur. Et ça, c'est en Ariège et c'est une cavité, l'entrée, on voit, c'est le trou sur la droite. Là, c'est une cavité qu'on a explorée, qui était connue par des anciens jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et puis, on a continué l'exploration et maintenant, on a réussi à atteindre une belle rivière souterraine qui est à 600 mètres de profondeur et qui coule sur du marbre, parce que c'est un massif qui est particulier. Il est près de la faille nord-pyrénéenne, donc c'est les failles géologiques entre la France et l'Espagne. Et du coup, le calcaire, avec les remontées de roches des profondeurs, a chauffé et il s'est marmorisé. Et du coup, on a la chance de faire de la spéléo dans des marbres. Voilà, ça c'est le passage qu'on a dû agrandir pour pouvoir trouver la suite. Là, on est à moins 300 et on a passé plusieurs séances à agrandir ce passage pour passer derrière et retrouver des galeries plus importantes. Mais voilà, j'ai mis ces photos parce que c'est une cavité qui était pas loin de la maison et où on a travaillé avec obstination pendant presque 10 ans. Alors on n'y allait pas tous les jours, mais on a mis 10 ans pour pouvoir agrandir plusieurs passages et pouvoir arriver enfin à cette belle rivière souterraine. Et voilà, ça montre bien ce qu'est la spéléo d'exploration. Il faut être obstiné et têtu et garder la motivation et toujours y croire pour pouvoir atteindre son objectif. Alors là, j'ai mis une sélection de photos sur les différentes expériences en Papouasie. Donc la première fois où j'ai eu la chance d'y aller, c'était en 2002. Et puis je suis retourné en 2003, l'année d'après. Puis 2005, 2010, 2012, 2014. Et c'est un pays qui est fascinant, déjà qui est très loin. Donc le problème, c'est que ça coûte cher. Un billet d'avion pour aller en Papouasie, c'est plus de 2000 euros. Et alors, avec ça, on a juste fait l'aller-retour. Après, il y a toute la logistique, tout le matériel à amener, toute la vie sur place. Donc voilà, c'est des expés qui sont compliqués et qui demandent des concessions. Parce que cet argent qu'on met là sur des expés, même si on a quelques aides financières et matérielles, c'est l'argent qu'on met pas ailleurs. Donc voilà, faut faire des choix. Et le choix, à l'époque, il était vite fait. Je préférais partir 2 mois en Papouasie que d'acheter une maison ou d'acheter une voiture ou de faire autre chose. Voilà. Donc ça, c'est des photos des gens dans les villages là, qui sont près du bord de mer. Ils n'ont pas l'électricité, ils ont à peine l'eau, mais ils ont des téléphones portables depuis peu. Donc voilà, c'est des chocs culturels assez étonnants. Voilà. C'est tout en terre, mais la place du village, elle est super propre. Et quand on est là-bas, on est dans la jungle pour faire l'exploration. Donc, il pleut beaucoup. Et à chaque fois qu'on revient au camp de base, on est dans des états un peu, un peu bien sales. Mais voilà, ça fait des souvenirs qui sont assez incroyables. Et on a fait chaque année de très belles découvertes là-bas. Donc ça, c'est une descente dans un canyon qui permettait d'accéder après 1 heure de progression dans le canyon à un grand gouffre qui faisait 400 mètres de profondeur et qu'on a poussé en passant des siphons jusqu'à 600 mètres de profondeur. On a jonctionné différentes entrées et voilà. Et maintenant, c'est un réseau qui fait 20 km de long. En 2005, c'est la première fois où j'avais envie de ramener des images. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Luc Arifage qui a fait beaucoup de films spéléo, qui m'avait prêté une caméra et voilà, j'étais pas vraiment formé à faire ça. À l'époque, c'était encore des cassettes VHS, c'était pas sur des disques durs ou des cartes. Et avec l'humidité et tout, toutes les cassettes étaient pourries et inexploitables. Donc voilà, c'est une première expérience ratée.
c'est pour avoir une idée un petit peu des différentes dimensions des galeries qu'on pouvait trouver en Papouasie. Donc ça, c'est une galerie supérieure qu'on a découvert après avoir fait une 50 et 20, donc 70 mètres d'escalade, parce que j'avais noté que le courant d'air, en fait, il partait vers des réseaux supérieurs. Et donc, on est monté de 70 mètres et on a retrouvé toutes ces galeries magnifiques au-dessus. Voilà, ça donne une idée des grottes en Papouasie. C'est ce grand gouffre. Là, on est à 400 mètres de profondeur. Et il y a 3 rivières souterraines qui se jonctionnent à ce niveau, une qui vient de droite, une de gauche et une du plafond. Et voilà, c'est des endroits qui sont juste magiques. Déjà, de les partager en photo, on se rend compte que c'est assez incroyable, mais d'y être en même temps, voilà, c'est des moments qui sont assez exceptionnels et qui restent gravés en fait à jamais dans notre esprit, quoi. Ça, c'est une résurgence. C'était l'objectif de notre expédition, la dernière qu'on a fait là-bas en 2014, parce que cette résurgence, elle était assez importante et il n'y avait rien de connu qui permettait de savoir d'où venait cette eau. Donc, on a mené cette expédition avec de belles découvertes encore, parce qu'on on a découvert un gouffre qui faisait moins 500 et un qui faisait moins 600, avec des passages dans des galeries fossiles qui sont assez remarquables, avec des concrétions d'une blancheté, d'une blancheur pas possible. Voilà, c'est des choses qu'on trouve que là-bas et c'est assez fascinant. Voilà, ça c'est un réseau qui s'appelle l'Ikliguvu qui a été jonctionné avec le grand réseau. Et il y a un passage comme ça sur 50 mètres de long où on enlève les chaussures pour passer parce que c'est vraiment d'une blancheur irréelle, quoi. Alors en Papouasie, on a eu la chance de faire des découvertes archéologiques. Alors ça, c'est totalement inattendu. C'était pas sur les hauteurs du massif parce que là-haut la vie est dure, il n'y a rien à manger, donc les gens et puis les gouffres sont verticaux, donc l'accès est compliqué. Mais un peu par hasard, on a découvert une cavité qui était pas très loin du bord de mer et on a découvert ces gravures et on voit que c'est relativement ancien parce que sur la partie basse, il y a le dessin qui est coupé parce que il y a un bout de rocher qui s'est effondré. Donc on n'a pas pu faire de datation parce qu'on peut pas dater des gravures, contrairement à des peintures. Mais voilà, par l'usure, par ces traces-là, on arrive à voir que la période d'occupation, elle était assez étendue et assez ancienne. Donc on a fait tout un relevé et ça, c'est des choses qui sont ensuite transmises. Alors le problème, c'est qu'en Papouasie, il n'y a personne pour pouvoir étudier ce genre de choses. Donc on l'a transmis à des Australiens parce que c'était les archéologues les plus proches qui pouvaient éventuellement pousser des explorations un peu plus loin. Alors, j'ai fait une petite série de photos sur les Picos de Europa. C'est un massif qui est assez remarquable, qui est en Espagne, sur la côte ouest. Les Picos de Europa, c'est un karst fabuleux qui se mérite parce que pour y accéder, il faut marcher pas mal. Et quand on fait des camps en montagne isolés, on est bien chargé. Alors, le gros du matériel, on l'amène par héliportage, parce que quand on reste là-haut, on peut pas, voilà, il faudrait faire trop d'aller-retour pour emmener les cordes, la nourriture, etc. Donc ça, on fait un héliportage et après on amène tout notre matériel pour être autonome pendant 2 semaines ou 15 jours. Et la vie là-bas, elle est juste exceptionnelle parce c'est un paysage qui est fabuleux. Et on a la chance de faire ces camps sur ce massif qui normalement est protégé, donc on a des autorisations spéciales pour pouvoir camper, ce qui normalement est interdit pour quelqu'un qui voudrait randonner ou qui voudrait juste passer comme ça. Donc c'est un privilège qu'on a de pouvoir rester là-bas. Et c'est un massif qui est connu parce qu'il y a énormément de grands gouffres qui dépassent 1000 mètres de profondeur. Et donc nous, c'est des zones qui sont attitrées sur des clubs. Donc chaque club a une zone qui peut prospecter ou il peut faire l'exploration. Et nous, sur cette zone-là, c'est avec des collègues espagnols qui y vont depuis 20 ans. Et on a découvert plusieurs cavités importantes qui font 1000 mètres de profondeur aussi. Donc l'inconvénient, c'est que comme c'est sur la côte atlantique, ça prend souvent le mauvais temps. Donc même si on est en été, il fait pas forcément chaud
il peut beaucoup pleuvoir, il peut même neiger. Voilà, on voit que dans les zones d'entrée, il y a encore des névés alors qu'on est au mois d'août là. Après, c'est des gouffres très alpins, donc très verticaux, avec beaucoup du coup de progression sur corde. Voilà, et on a principalement exploré cette cavité là qui fait, qui fait pas moins 1000, qui est pas loin, mais en fait on descend à moins 900, moins 900. On a 200 mètres de remontée pour remonter à moins 700, pour redescendre ensuite à moins 950, moins 970. Donc en fait c'est plus qu'en moins 1000. Et quand on fait des explos profonds de là-bas, on fait des bivouacs. Et c'est des cavités qui sont froides parce qu'on est en altitude, donc il fait 2 degrés, un taux d'humidité à presque 100%, donc ouais, on dort pas vraiment beaucoup quand on est sous terre là-bas. Voilà, ça c'est pour avoir juste une idée de la topographie. Donc je sais pas si vous voyez bien, en fait, il y a toute une série de verticaux, différentes branches, un grand puits, la Novella Puerta, et ensuite on remonte à partir de là sur différentes galeries, on redescend, on remonte pour arriver ensuite dans les parties profondes. Voilà, et quand on est sur les camps, ben, on s'amuse aussi. Et l'avantage, c'est que la nuit, on a des ciels et des paysages qui sont assez exceptionnels aussi. Alors ça, c'est en Crète, un autre endroit où je suis allé plusieurs fois et où j'aime bien retourner. On prévoit d'y retourner encore en fin d'été prochain, si tout va bien avec cette histoire de Covid là, ce qui n'est pas gagné. Et on a fait plusieurs expéditions. On a découvert le gouffre du Lion. Alors je ne sais pas si vous voyez sur la gauche, il y a une espèce de rocher bizarre là qui ressemble un peu à un lion vu de dos. L'entrée, elle est au pied de ce rocher. Et c'est une entrée qui a été désobstruée pour pouvoir passer et qui nous a ensuite donné accès à toute une série de puits, de passages étroits, jusqu'à arriver à une rivière souterraine à moins 500. Et cette rivière, on la suit jusqu'à un siphon à moins 1100 mètres de profondeur. Et ça, c'est notre grotte camp, parce qu'en fait, vous voyez, le karst, il n'y a pas beaucoup de verdure là-haut. Donc, on a la chance d'avoir cette grotte où on peut dormir plus ou moins à plat. Alors, moi, j'ai le hamac. Je trouve que c'est plus confortable que de dormir au sol. Mais bon, chacun sa technique. Vous voyez que, en fait, selon l'endroit où on est, ben, la vie à l'extérieur, elle est totalement différente. Alors ça, c'est la vue aussi de nuit d'un camp sur le massif d'Elef Kaori en Crète. Et comme c'est un endroit qui est vraiment en montagne, isolé, il n'y a pas de village ou de ville à proximité, du coup, il n'y a pas de pollution lumineuse et le ciel, il est juste incroyable. Ça, on fait beaucoup de prospection en partant du camp et voilà, ça c'est une des cavités qu'on avait découverte qui était loin et qui était à plus de 3 heures de marche. Donc on était juste allé repérer, mais on a fait d'autres choses après, on n'y est même pas retourné la faire celle-là. Voilà, ça c'était une sortie de retour du gouffre du Lion. Là, on était content parce qu'on est tous les deux, on avait passé la côte des 1000 mètres de profondeur et on avait dû s'arrêter parce qu'à l'époque, on avait des tampons noirs pour mettre les spits et on avait cassé les 2 tampons noirs qu'on avait parce qu'on faisait tout à la main et du coup, on pouvait pas continuer plus loin. On était frustrés parce qu'on était au milieu d'un puits. Et, voilà. Et en fait, les explorations, on part dans des gouffres profonds comme ça. On part en petite équipe de 2 personnes. Et chaque équipe prend des cordes, du matériel pour pouvoir équiper et faire la topographie et pousser l'exploration tant qu'ils peuvent. Et ensuite, ils remontent et une autre équipe prend le relais jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et après, une fois que c'est tout fini, tout topographié, eh bien, on se motive pour enlever toutes les cordes et déséquiper. Voilà, ça se fait en plusieurs temps. Donc là, on avait passé, pas très longtemps en fait, on avait passé 14 heures sous terre, là, ce qui n'est pas non plus très très long pour aller aussi loin. C'est des cavités, voilà, avec dès qu'on arrive un peu en profondeur, on est sur des rivières souterraines, donc forcément c'est arrosé. Et moi j'ai fait 2 expés sur le Lion, une expé où on a exploré le fond, et une expé ensuite on a découvert tout l'amont de la rivière souterraine, savoir d'où ça venait.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle des platins de calque. C'est des calcaires avec des bandes très très fines et c'est assez esthétique sous terre. Et quand on arrive dans les platins de calque, on est content parce que le calcaire est moins compact, donc du coup, il se creuse plus facilement. Et ça veut dire qu'on a passé toutes les zones étroites qui sont dans les parties supérieures. Voilà. Et là, on y va en période d'étiage et en plein été. Et on voit qu'il y a quand même de l'eau. Ça, c'est des gouffres. Si on est au printemps ou à l'automne après les pluies, on ne peut pas y accéder, c'est pas possible. Voilà, là, on a descendu 400 mètres de vertical et on est dans la rivière souterraine qui coule plus ou moins horizontalement. Donc, on a exploré l'amont et l'aval de cette rivière souterraine. Il est parti plus ou moins aquatique. Et ça, c'est le gouffre qu'on explore actuellement, qui s'appelle Sternes, qui est sur un autre secteur. Et on est actuellement à 600 mètres de profondeur. Et ben, ça continue, donc voilà, on prévoit d'y retourner. Et ça sera aussi un gouffre qui va faire 1000 mètres de profondeur sans problème, parce qu'il est plus haut en montagne et il a un gros potentiel, il y a du courant d'air. Donc voilà, c'est de la spéléo plutôt sportive dans ces zones-là, avec des passages, souvent des départs de puits qui sont étroits. Et ça, c'est quand on laisse des, quand on laisse des cordes équipées sous terre pendant un moment, avec les rivières souterraines, même si on équipe hors crue pour que l'eau soit pas à proximité des cordes. Juste avec le mouvement, les courants d'air de l'eau, ça fait bouger les cordes et ça arrive à entailler les amarrages comme ça pendant tout un hiver. Donc forcément, il faut les changer. Alors ça, c'est une autre zone d'Espagne qui est derrière le massif de la Pierre Saint-Martin, où il y a un grand gouffre qui est connu chez nous, qui s'appelle le BU 56, parce que ça a longtemps été le gouffre le plus profond du monde par une seule entrée, parce qu'on descend à 1300 mètres de profondeur. Et voilà, c'est un gouffre qui est magique aussi, c'est une grosse balade, parce que déjà, pour arriver à l'entrée, il faut marcher 8 km en montagne. Sous terre, il y a 16 km aller-retour, donc ça fait une belle balade aussi. Et on descend à 1300 mètres de profondeur. Et là, on était parti avec une équipe pour faire des photos, parce que depuis les premières explorations, il n'y avait pas eu de photos de ces endroits-là, parce que faire des photos sous terre, c'est quand même pas forcément simple. Et plus on va loin, plus ça devient compliqué. Et donc, du coup, personne ne s'était motivé pour faire ça. Donc voilà, on était parti faire des photos. C'est l'équipe, des photos et des relevés aussi de température à différentes zones de la cavité. Voilà, donc là on partait pour 3 jours en fait. On a fait 2 bivouacs. Première fois, on descend jusqu'à moins 800, on fait un bivouac. Ensuite, on va de moins 800 à moins 1300 aller-retour. Et ensuite, on redort et on fait la sortie de moins 800 à la sortie en déséquipant les cordes. Ça, c'est les zones d'entrée, ça c'est la rivière souterraine. Bon, forcément, à chaque fois, dès qu'on est profond, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Là, on passe avec des néoprènes. Et là, c'est le siphon. Là, on est à 1300 mètres de profondeur, un beau siphon qui a été plongé par des Anglais. Alors là, j'ai mis des photos un peu vite fait de différentes expéditions. Ça, c'était au Vietnam. C'est un endroit où on était allé parce qu'on avait vu sur carte, on avait repéré des zones de perte qui étaient assez remarquables, des grandes vallées qui butaient sur des falaises. Donc, on se doutait bien qu'il y avait des pertes importantes. Et en fait, c'est une expédition presque ratée. Ça arrive en fait, enfin, pas totalement ratée, mais cette perte, en fait, on avait beaucoup d'espoir de trouver quelque chose de très important. Et en fait, ça faisait à peine 100 mètres de profondeur et après, c'était bouché. Donc ça, c'est le deuxième puits de cette perte-là, qui était magnifique, qui était dans du marbre aussi. Là, c'est un autre réseau qui faisait 2 km à peu près, avec un siphon. Donc, pas totalement raté, on avait fait de belles découvertes, mais voilà, c'était pas ce qu'on espérait, c'est pas ce qu'on pensait pouvoir trouver. Ça marche pas à tous les coups. Alors ça, c'est des photos d'une expé en Chine.
Et ce qui est remarquable en Chine, c'est l'échelle des cavités. Ben, c'est à la chinoise en fait. Ils font rien à moitié. Les Chinois, ils font toujours dans la démesure. Ils sont très nombreux. Voilà, quand ils font quelque chose, c'est pas à moitié. Et donc les gouffres, il y a des réseaux hyper grands. Il y a des grands puits. Et ça, c'est un réseau qui est maintenant le plus grand de Chine, qui fait plus de 250 km maintenant de connu, donc c'est assez fou. Et, et la fumée que vous voyez, en fait, c'est le courant d'air, c'est la vapeur d'eau qui sort de l'entrée. Donc pour trouver les entrées, ben, c'est pas compliqué, il suffit de lever les yeux dans le ciel et repérer un panache de fumée comme ça. Et là, il y a un grand puits qui fait plus de 100 mètres en dessous. Donc, ouais, c'est une autre spéléo encore, c'est très étonnant, avec des formes particulières sous terre et des grandes galeries. Alors ça, c'est des plaques d'argile qui sont desséchées. Donc c'est pour ça que ça fait ces formes de dalles presque sur le sol. Et puis voilà, des galeries immenses. Ça, je crois c'est la grotte du Cheval Blanc, c'est ça, ouais. Une cavité, on était rentré par une petite entrée qui avait vraiment l'air de rien. Et après quelques petits passages, on a débouché dans une galerie incroyable. J'ai jamais vu ça ailleurs. Quand on a fait la topographie là avec le laser pour faire les visées, sur la gauche, il y avait 47 mètres. Sur la droite, il y avait 50 mètres. Donc, à la galerie, elle faisait 100 mètres de large. Et c'était comme ça, presque tout droit sur 2 kilomètres. Donc, un tunnel, quoi, incroyable. Et faire des photos dans des volumes comme ça, c'est pas simple. Là, les personnages, ils ont des ampoules. Et j'ai 3 flashs plus 2 ampoules dans dans les mains des personnages. Alors, voilà, ça, c'est une autre cavité en Chine, toujours, très aquatique. Et là, j'en ai pas forcément un super souvenir parce qu'en fait, une des personnes avec qui on était, elle aimait pas l'eau. Du coup, on n'avait pas pris de néoprène pour pouvoir se mettre dans l'eau, ce qui aurait été beaucoup plus simple. Et du coup, on a fait une bonne partie de l'exploration en passant en escalade sur les côtés, là, sur les parois. Et le marron que vous voyez là, des dépôts d'argile qui se sont faits avec les crues sur les parois. Donc, le rocher, déjà, il n'est pas génial. Plus cette argile glissante, il fallait rester hyper concentré et en fait, on a dû avancer de 200, 300 mètres en 4 heures, quoi. Donc, c'était pas du tout efficace. Mais personne n'est tombé, donc déjà, c'est bien. Alors ça, c'est en Chine, avec des grosses rivières souterraines. Là, il y avait une grosse ambiance, un grand puits, là, pareil, qui faisait plus de 80 mètres de profondeur, avec beaucoup d'eau qui s'est jetée dedans. Donc là, pour équiper, c'était pas forcément simple parce que ça fait beaucoup de bruit, on est dans les embruns, puis c'est froid. Donc c'était vraiment de la spéléo très sportive, même plus que ce qu'on pouvait trouver en France. Alors ça, c'est le Laos, c'est un autre karst où je suis allé plusieurs fois, 5 fois, je crois. Et c'est un karst qui s'appelle Camouane, qui est assez remarquable aussi. C'est des karsts à piton. Des karsts à piton, ça fait des grandes montagnes calcaires, plus ou moins larges, plus ou moins isolées. Et il y a des réseaux souterrains dans tous ces karsts. Et certains sont assez importants. Et le plus important de Camouane, il fait plus de 20 km, donc ça fait un beau réseau déjà. Donc ça, c'est l'équipe, je ne sais plus en quelle année, mais voilà, c'était une équipe, on est assez nombreux quand on part là-bas. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre le courant d'air qui sort d'une cavité. Ça, c'est François, et qui tient son écharpe. Et en fait, avec le courant d'air, l'écharpe, elle est complètement à l'horizontale. Et là, on a fait de belles découvertes. Alors ça, c'est une belle salle aussi dans le réseau de Tamwesai. Si vous regardez bien sur la photo, il y a 5 personnages en fait. Il y a le premier qui est, il y en a 2 sur la crête à droite là en descendant, et il y en a 2 au fond, les points lumineux du fond. Il y a 2 personnages, donc c'était une belle grande salle. Et là, pareil pour faire la photo, ça prend à peu près 1 heure pour faire une photo comme ça parce qu'il faut arriver à communiquer avec les personnes du fond, il faut se mettre en pause. Enfin voilà, c'est beaucoup plus compliqué que de faire une photo vue de près.
c'est notre réseau au Laos, avec des passages à différents niveaux. Donc, ben, voilà, il faut faire des équipes. C'est un des passages dans la grotte avec le courant d'air. Étonnante, là, c'est concrétion gris. Même endroit vu de dessus, on y arrivait par un puits de 20 mètres, avec des jolis gourds en bas qui descendent. En fait, cette salle en bas, c'est une jonction. En fait, il y avait cinq départs de galeries qui avaient ici. Et on a fait aussi quelques belles explorations. Alors, au Laos, il fait chaud. Donc, ce qui est un avantage dès qu'on ne bouge pas, mais qui est vraiment un inconvénient dès qu'on monte des puits, dès qu'on doit bouger. Parce que autant on peut se protéger contre le froid relativement facilement, mais contre la chaleur, ben, une fois que tu es en t-shirt, ben, tu peux rien enlever de plus. Donc ouais, forcer et faire des efforts dans des cavités chaudes, c'est pas forcément agréable. C'était un bel endroit découvert à Laos qu'on a découvert après des escalades aussi, dans une belle escalade de 30 mètres là, pour découvrir des réseaux supérieurs. Avec des gourds sur 100 mètres de long, c'était assez incroyable. Et en saison sèche, donc ben, ils étaient secs, mais aller voir en saison des pluies avec de l'eau, là, ça doit être magnifique. Voilà, des parties aquatiques aussi dans les niveaux inférieurs de ces cavités. Bon, l'avantage, c'est que l'eau est un peu fraîche, mais voilà, on s'y met relativement facilement. C'est la vue sur un beau siphon. Alors, un autre pays où je suis allé 2 fois, c'est le Myanmar, la Birmanie. Alors, les pauvres, en ce moment, ils n'ont pas de chance avec le coup d'État. J'avais prévu d'y retourner faire une formation, mais du coup, tout est annulé, heureusement. Voilà, là, on était dans l'État Kaya, et c'est un État qui est... la première fois que j'y suis allé, c'était en 96. Et là, on était vraiment il n'y avait pas grand monde qui allait en Birmanie à cette époque-là, d'autant plus pour faire la spéléo. Et on est allé sur un coin. C'était vraiment un voyage dans le temps à l'époque, parce que un pays qui était coupé du monde, avec peu de développement économique. Donc c'était des gens d'une gentillesse vraiment remarquable. Et on y retournait il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans cet état Kaya qui venait de s'ouvrir, pas au tourisme, mais on avait pu avoir une autorisation spéciale pour pouvoir y aller. Donc c'était un peu un privilège d'être là. Et on avait fait quelques vraiment belles découvertes. Donc ce grand réseau là, on s'est arrêté à 200 mètres de profondeur avec un beau paissant à l'entrée. Et on s'était arrêté sur du CO2. Voilà, des taux de CO2 trop importants. Donc, mon collègue Roman, là, qui est en train de descendre, il se sentait vraiment pas bien, donc on a décidé de remonter. Mais ça continuait. Et on a découvert cette belle cavité, cette belle rivière souterraine là, qu'on a explorée comme dans un rêve. C'était une perte, une rivière qui se jetait dans un porche de 30 mètres de haut, de 15 mètres de large. On a suivi la rivière comme ça, quasiment sans obstacle, sur plus de 2 km, avec des paysages fabuleux. C'est vraiment tout ça, c'est ce que j'aime moi en spélo, c'est que voilà, ça fait des souvenirs qu'on n'oublie vraiment jamais quand on découvre des choses comme ça. Un autre réseau avec une belle rivière souterraine qu'on a accédé par une descente. Et là, à 100 mètres de profondeur, on tombait sur la rivière, qu'on a explorée aussi. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait du courant. Donc descendre, c'est facile, mais remonter, c'est plus compliqué. Ça, c'est une expédition au Kirghizistan alors c'est une expédition qu'on peut appeler de ratée, qu'on peut dire ratée. Parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose à part une ancienne mine désaffectée qui était intéressante par certains côtés, mais on ne savait pas trop ce qui était naturel, ce qui était creusé. Et en fait,
Moi, j'y suis allé faire quelques photos, mais je me sentais pas à l'aise dans ce réseau-là. Et puis c'était pas de la vraie exploration, il faut dire, parce que ben, forcément, qui dit une mine, il y avait des mineurs, donc il y a des gens qui étaient déjà passés, donc ça m'attirait moins. Et j'ai bien fait en fait, parce que tous les autres collègues là, ils se sont infectés avec du plomb. Et voilà, ils n'ont pas eu de séquelles et de conséquences trop lourdes, mais ils ont eu quelques petits soucis au retour en France. Il y avait quand même quelques passages assez sympas à photographier avec des fleurs de gypse comme ça. Alors ça, c'est une autre expé au Pérou. J'ai des collègues qui allaient au Pérou depuis plusieurs années, dans différents États, en faisant de belles découvertes. Et du coup, j'y suis allé. Au départ, je suis allé pour faire un film parce que j'avais un copain qui participe à l'expé que je suis venu présenter à Sarouane aussi. Un copain qui est en sur corde. Et voilà, je voulais raconter son histoire et du coup, je l'ai suivi sur cette expé. Et on a fait quelques découvertes sympas aussi avec des beaux paysages incroyables et pas mal de découvertes archéologiques. Alors ça, c'est un gouffre qu'on voit dans le film. En fait, il est prêt. Ils ont ouvert l'entrée en faisant une route dans la montagne. Et du coup, ben, pour les gens qui habitent dans les villages à côté, c'est la poubelle du coin. Et il se trouve que quand on était sous terre, il y a une camionnette qui est arrivée qui a jeté ses poubelles quasiment sur nous, quoi. Donc on a essayé de leur expliquer que ben, de polluer un karst, c'était pas une bonne idée parce que du coup, il n'y avait pas de filtration de l'eau et tout ce qu'ils jetaient, ben, ça allait se retrouver dans l'eau qu'ils allaient boire plus bas. Mais bon, on ne sait pas si ça a été utile ou pas de leur raconter tout ça. Voilà, et ça, c'est des découvertes archéologiques qu'on a fait là-bas dans une petite cavité. Et c'était des sépultures chachapoya, en fait. C'est des peuplades qui mettaient leurs morts soit en parois, en falaise, soit dans des grottes sous terre. Et par chance, cette cavité, elle n'avait pas été pillée, donc on a pu voir des choses incroyables et donner les infos à des archéologues pour qu'ils puissent faire des fouilles en bonne et due forme pour protéger tout ça. Alors là, j'ai mis juste une photo. C'est un endroit où j'étais il y a quelques temps, en Sulawesi. On a fait une expé aussi en petit groupe. On était 4 et on devait aller au départ sur une île qui, en fait, par malchance, le jour où on est arrivé, il y avait des conflits. Et du coup, ils rapatriaient la population. Donc, on n'a pas pu forcément y aller faire la spéléo. Et on est allé sur d'autres secteurs où on n'avait pas vraiment d'informations. Et on a fait quelques explorations sympas, donc cette petite rivière souterraine là. Voilà, mais j'ai pas mis plus de photos que ça. Une autre expé où j'ai mis qu'une photo en Turquie aussi, on avait fait de belles découvertes sur un beau massif. En Algérie, où je suis allé avec quelques collègues tunisiens aussi, où on avait fait découvrir un nouveau réseau dans le gouffre Boussoul, que les Tunisiens, que les Algériens ont continué maintenant. Ils ont exploré la suite, donc ça c'est chouette. Ça, c'est une expé que j'ai fait au Mexique, avec un beau gouffre qu'on a exploré jusqu'à moins 1100 aussi. Et là, c'est pareil, on était pas très nombreux et on s'alternait par équipe de 2 jusqu'à atteindre le fond. Donc c'était assez sportif. Là, j'ai usé 2 crawls et 2 descendeurs en 10 jours. Ça, vous connaissez, je suppose, hein, c'est chez vous. Une belle cavité avec des belles fistuleuses. Et la spélo aussi, c'était aussi l'occasion de faire des projets, de partager cette activité avec des personnes qui connaissent pas forcément. Donc en 2010, j'avais amené l'équipe du Team Petzel au fond du gouffre berger, qui a un moins 1000 aussi, mais qui est assez facile. Donc voilà, comme c'était une cavité qui était adaptée pour leur faire découvrir la spéléo. Là, c'est Lionel Daudet aussi, qui est un alpiniste français, qui avait fait un tour de France sans moyen motorisé. Et voilà, et en discutant, il avait envie de faire de la spéléo, donc on a fait une belle traversée à la Pierre Saint-Martin. Voilà. C'est un des puits qu'on a vu avant de la Pierre Saint-Martin. Ça, c'est James Pearson, c'est un grimpeur anglais, voilà, qui avait envie aussi de découvrir la spéléo.
C'est un spécialiste du trad climbing. Je pense qu'il est venu à Zagouane aussi. Et voilà, donc il avait envie de faire de la spéléo. Et avec lui, on a fait, il n'y a pas longtemps, on a fait des images d'escalade dans une grotte. Ça va sortir bientôt sur Internet. Ça, c'est Monsieur Mike Horn, là, l'aventurier avec qui on a fait de la spéléo en Malaisie, c'était, quand il avait le projet avec ses jeunes. Et puis la spéléo aussi, c'est l'occasion de faire des formations. Donc ça, c'est une formation qu'on avait fait au Sultanat d'Oman avec des spéléos qui étaient à Dubaï pour la plupart et qui avaient envie de se perfectionner un peu en secours parce qu'ils étaient un peu tout seuls à pratiquer et ils se doutaient bien que s'il y avait un incident ou un accident, ben, il fallait qu'ils se forment pour pouvoir sortir leurs collègues. Voilà, on a fait des formations d'exploration français là-bas avec des civières étranges. C'est un puits d'entrée d'un beau réseau là, un puits qui fait 100 mètres aussi. Avec des belles galeries, des belles maisons. C'est plus étroit. C'est une autre formation qu'on a fait il n'y a pas longtemps en Indonésie. Pareil, où l'idée c'était de partager de l'expérience et des compétences techniques dans des pays où il n'y a pas trop de formation, il n'y a pas trop de fédération, pas trop de stages. Donc voilà, on y va avec notre expérience et un peu de matériel pour pouvoir les aider à développer leurs compétences. Donc ça, j'aime bien faire ça maintenant, c'est du partage. Donc voilà, alors on apprend à faire des autosecours, à utiliser tout le matériel plus récent, et puis à faire des secours. Voilà, ça c'est un peu de la spéléo, c'est bien sous terre, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Et c'était à Tunis. C'était au départ de ça part en arrière. Il y en a qui le connaissent sans doute. C'est en Birmanie, c'est les femmes girafes avec leur collier assez étonnant. Ça c'est au Laos. C'est des enfants qui ramassent des petits criquets pour manger. Ça c'est en Chine. Et on voit que celle qui porte la masse, c'est la dame. C'est en Papouasie. Ça, c'est les papous des forêts. Et il s'était fait un joli chapeau avec de la mousse pour se protéger de la pluie. Alors, ces photos, j'aime bien parce que ça montre la différence d'un pied entre mon pied et un pied papou. Et parce qu'il marche pieds nus dans la forêt, donc on voit que c'est vraiment un pied d'animal. C'est assez étonnant. Et en Papouasie, il y a des animaux aussi assez remarquables. Ça vaudrait le coup d'y aller rien que pour ça, pour étudier les animaux. C'est des phasmes on l'a vu vraiment par hasard parce que ça ressemble tellement à une feuille que il a fallu mettre le nez dessus, sinon on l'aurait jamais vu. Ça c'est un massa. Alors ça c'est, je ne saurais pas dire c'est le nom papou, mais le nom scientifique, j'en sais rien. Et en fait ils mangent ça comme des crevettes. Ils font griller, ils mangent la queue. C'est une belle araignée. Alors, c'est les plus grosses araignées du monde connues à ce jour. Et elles sont dans les cavités du Laos. Il aurait fallu que je mette une échelle, mais ça fait presque entre 30 et 40 cm. Donc ça ne plaît pas aux filles, généralement. C'est au Laos aussi. C'est un python que j'avais trouvé au bord d'un chemin, là, qui était en train de digérer. Et j'ai fait une séance de kiné, là, parce que quand je l'ai pris comme ça, il y a toutes les vertèbres qui se sont remises en place. C'est rigolo. C'est une vipère à cornes, c'était sous terre aussi. Alors là, j'ai eu la chance parce que j'ai failli marcher dessus. Et c'est assez venimeux comme animal. Et j'ai passé un peu de temps pour le prendre en photo parce que je trouve que c'était vraiment joli. Mais au bout d'un moment, je me suis éloigné un peu parce que quand elle s'est dressée, voilà, elle a dit là stop, plus de photos. Ça, c'est voilà, une photo pour montrer que en fait, faire la spélo, être sur des cordes en hauteur, ben, ça permet aussi de travailler dans un autre domaine
et de faire des travaux sur corde. C'est une autre partie de mon activité. Voilà, on finit sur un beau coucher de soleil sur la mer des Salomon en Papouasie. Voilà, ça fait des beaux souvenirs aussi. Voilà. Bon, j'essaie d'aller un peu vite, voilà, de faire un petit état des lieux de différentes cavités, différents pays. J'espère que ça vous a Merci, plu. Phil. Merci pour nous faire partager ces souvenirs exceptionnels. Les photos sont une aubaine pour les spélios présents dans le live, ça c'est sûr. Le portrait que tu as fait, c'est au départ de la grotte de la mine. Le mec s'appelle Nasser et tous les spéléologues le connaissent parce Mais que oui, c'est je me doute. le garde forestier en bas, oui, en bas de la remontée vers la grotte de la mine. Bon, voilà, sans tarder, je me tourne vers Karama qui s'est fait un plaisir de collecter vos questions. Donc, Karama, à toi. Merci, Mel. Merci, Phil, pour votre présentation. Bravo. Vous nous avez visité le monde santé. Presque, pas tout à fait. Parce qu'en fait, j'en ai fait Ouais. plus de 40 expéditions et voilà, donc j'ai fait une sélection un peu. D'accord, merci. Ben, je vais commencer par l'Indonésie, par Sulawesi. Vous avez dit que vous avez fait une grotte là-bas. Est-ce que vous avez assisté au festival de On a fait, Thermodémo de Torajas? j'ai fait une expédition là-bas. On a découvert plusieurs cavités, mais j'ai fait une expédition. On n'a pas fait qu'une seule grotte. D'accord, d'accord. Et avez-vous assisté au festival, le fameux festival des Torajas à Sulawesi? Non, euh, on était sur un autre secteur et non, on n'a pas vu ça. Après, là où on était, ils avaient peur du milieu souterrain, parce que ça aussi c'est étonnant selon les pays dans lesquels on est. Il y a des gens pour qui le monde souterrain, ça fait partie de leur environnement, ils y vont sans aucun problème. Et il y a des pays où c'est vraiment des peurs et ils ont à l'esprit qu'il y a des monstres ou qu'il y a des fantômes. Enfin, voilà, c'est assez étonnant. Et en Sulawesi, en fait, dans l'endroit où on était, pour les sous-terres, c'était là où il y avait des serpents géants. Donc, pour eux, c'était hors de question d'aller dans une grotte parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait des serpents géants. Et à chaque fois qu'on allait faire l'aspélo, ils essayaient de nous motiver à pas y aller. Ils avaient peur qu'on revienne pas. Donc, voilà, chaque pays a son lien particulier avec le monde souterrain, en fait. D'accord. D'accord. Et est-ce que toujours il y a une équipe des locaux qui prépare le terrain avant l'arrivée de votre équipe d'exploration, généralement? Ça dépend où on est, ça dépend si c'est des pays où il y a déjà des spéologues qui sont dans ce pays-là, comme en Chine par exemple. En Chine, on travaille, il y a un Français qui habite maintenant depuis presque 20 ans. Euh, et il y a des instituts de géographie qui travaillent avec les spéléologues. Donc, c'est tout organisé, c'est tout préparé au niveau logistique. Et c'est pour ça que c'est très efficace quand on va en Chine, parce que toute la logistique externe, elle est organisée par une équipe de l'université. Donc, tout ce qui est transport, ils s'occupent de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est hébergement. Et tout ce qu'on a à faire, du coup, c'est faire l'exploration. Donc, c'est pour ça que on est très efficace. Quand on fait une expé en Chine, sur une expé, c'est pas rare de faire 30 km d'exploration de nouveaux réseaux sur une seule expédition. Donc, ce qui est assez important. Et ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays où on commence pas de spélo, forcément. Donc, du coup, il n'y a rien de prévu. On doit s'occuper de tout, s'occuper de toute la logistique, c'est la nourriture, faire des camps en montagne, Et les découvertes. tout préparer. Et c'est pour ça qu'il y a une inertie importante entre le moment où on part et le moment où on fait vraiment la spélo, parce qu'il faut monter le camp, faire les courses, etc. Donc, entre le moment où on part et le moment où vraiment on fait de la spélo, il faut compter presque 2-3 semaines. D'accord. D'accord. Et est-ce que les découvertes que vous avez faites ont été refaites par d'autres équipes? Est-ce que vous avez une idée?
Dans certains pays, est-ce que les premières ont été refaites par d'autres équipes? Pour faire des classiques, tu veux dire? Est-ce que les gens sont allés pour faire des classiques? Non, pour continuer l'exploration surtout, plutôt que de... Ah, ça dépend des pays là aussi. Nous, on amène une pierre avec l'équipe, à chaque fois on amène une pierre à l'édifice, et puis il y en a d'autres qui continuent. Ou moi en Chine, par exemple, j'y suis allé qu'une fois, mais il y en a qui vont pas tous les ans, mais presque. Donc oui, l'exploration continue, et c'est comme ça que ça marche dans cette activité. Après, quand c'est des grands gouffres verticaux, comme le Lion par exemple, ou Santito au Mexique, une fois que c'est fait, que c'est exploré, il y a personne qui retourne, à moins d'avoir une autre connexion ou d'avoir d'autres possibilités, mais non, personne n'y retourne dans ces cavités-là, ouais. Donc ça dépend en fait. Et puis c'est pas parce que personne n'y retourne pendant 5 ans ou 10 ans que personne ne va pas y retourner après. Tu vois, c'est Mm. chacun dans son temps fait une partie. Et puis c'est comme la cavité qu'on a explorée dans les Pyrénées, qui était connue pendant très longtemps jusqu'à -300. Et puis personne n'y était retourné vraiment. Et nous, on s'est motivé pour agrandir des passages et aller jusqu'à -600. Et puis peut-être que dans 10 ans, il y a une autre équipe qui va désobstruer parce qu'on sait qu'un endroit à l'amont, ça jonctionne avec un autre grand réseau. Peut-être qu'il y en a qui vont se motiver pour faire ça. Donc voilà, c'est comme une chaîne où chacun apporte son petit maillon, hein, et Mhm. au final, ça fait un ensemble. Ouais, C'est ça qui est très bien. intéressant, c'est un travail d'équipe. Ouais, exactement. D'accord. Et avez-vous rencontré des vestiges de la vie ancienne ou de reliques lors de l'un de tes découvertes, de tes explorations? Eh bien oui, comme tu as vu dans la présentation, il y a, enfin je sais pas si la personne l'a vu, on a découvert des poteries au Pérou par exemple. On avait découvert des ossements et des gravures en Papouasie. Donc ça arrive. Alors ça arrive dans des cavités qui sont pas très profondes. Mais quand on fait de la Ça. spéléo sportive, dans des grands gouffres à plusieurs centaines de mètres de profondeur, il n'y a pas de traces humaines. C'est trop compliqué. Mais dans des cavités plus ou moins horizontales ou faciles d'accès, oui, on trouve des traces. Ouais. D'accord. Mais passons au matériel. Il y a une question. Quel est l'âge de votre appareil photo sous terre? L'âge de mon appareil photo, ben, j'en ai eu plusieurs. L'âge de mon appareil photo, j'en sais rien. Celui que j'ai maintenant, c'est un 50D. Quel âge il a, j'en sais rien. Mais tant qu'il marche, ça va bien. Après, attends, l'appareil qui est important, c'est l'objectif qui est important aussi pour faire des belles photos sous terre. C'est l'objectif, c'est des flashs, c'est des cellules. C'est un ensemble. Vous avez des belles photos, par contre. Mais ouais. Merci, j'essaye. Et Mais après, dans les vestiges humains, ce qu'on voit aussi, ce qu'on a vu en Chine, c'est même dans des cavités assez verticales et difficiles d'accès, des phosphatières. Les gens vont chercher des phosphates sous terre et ils sont prêts même à descendre des puits, à équiper des puits avec des échelles. Et c'est assez remarquable parce que des fois, ils vont les chercher dans des endroits où on se dit, mais comment ils ont fait pour venir jusque-là? Donc ça, c'est les traces humaines les plus impressionnantes que j'ai vues. Ouais. d'accord. Et selon vous, en Tunisie, quelle est la zone qui a plus de potentiel pour trouver des grottes non explorées? Ah, moi, en Tunisie, je connais pas grand-chose. J'ai eu la chance de faire Endab et la grotte de Mhm. la mine, et puis quelques autres petits réseaux. Mais j'ai pas vraiment fait d'exploration en Tunisie. J'ai fait des cavités qui étaient connues par d'autres et découvertes par d'autres. Euh, mais j'ai pas de connaissances assez importantes de la Tunisie pour dire quelle est la zone qui a le plus de potentiel. Ça, c'est les clubs les clubs de Tunisie qui pourront répondre mieux que moi. D'accord. Et selon vous, est-ce que l'Afrique peut contenir d'immenses grottes en Afrique en général? Ben, il y a des grands réseaux en Algérie.
Voilà, ça c'est pas loin. Il y a quelques réseaux au Maroc aussi. Après, plus bas en Afrique, il y a moins de karst. Donc, il y a du karst après en Afrique du Sud. Et je sais qu'il y a une cavité avec un immense lac souterrain, je sais plus dans quel pays d'Afrique. Euh, mais c'est voilà, c'est pas vraiment le continent où il y a le plus de calcaire sur la planète, à part sur le nord, donc l'Algérie, Tunisie, Maroc. D'accord. Et avez-vous des programmes pour votre prochaine destination? Ben, j'ai des projets avec le Covid, c'est compliqué de faire des projets. On va essayer de retourner en Crète parce qu'on a ce grand gouffre qui est en cours d'exploration et on espère pouvoir y retourner, mais c'est difficile de faire des plans pour le moment. Ouais, malheureusement. Voilà, on ne sait pas. On verra bien. Inch'Allah, comme on dit. Hein. Inch'Allah. Yes, Inch'Allah. Alors, j'en ai une autre question. Quel est le moment le plus difficile que vous avez vécu? Euh, le moment le plus difficile. Le moment le plus difficile, c'était sur un stage que j'avais fait en Roumanie. Et Mhm. il y avait eu une crue importante et il y a des gens qui étaient bloqués dans la grotte. Mais une crue importante, c'est qu'il y a eu vraiment plusieurs mètres cubes qui rentraient dans une cavité. Et il fallait les chercher avant que l'eau monte trop et qu'ils meurent, en fait, qu'ils soient noyés. Donc ça, c'était compliqué, ouais, parce que il fallait équiper dans des plafonds. Il y avait plusieurs mètres cubes qui rentraient sous terre. Il y avait des gens qui étaient coincés dans des puits en dessous. Euh, donc il fallait aller vite, mais il fallait pas faire de bêtises. Donc c'était au niveau tension, c'était le plus difficile, ouais. Mais bon, par chance, on a sorti tout le monde et il n'y a pas eu de mort. Voilà, on a réussi. Heureusement, bravo. Alors, comme ça, on finit les questions que vous avez été posées. Merci beaucoup pour la présentation. On vous, Avec plaisir. on vous invite pour nous visiter à Sfax lors de votre prochain voyage en Tunisie. Mais malheureusement, nous n'avons pas de grotte en Sfax. Ce sera juste une visite. C'est pas grave. avec- Je suis allé aussi dans d'autres pays où il n'y avait pas de grotte sans problème. Tant Il mieux. y a pas que ça dans la vie. Hein. On peut faire plein d'autres choses intéressantes sans forcément qu'il y ait des grottes. Donc, vous êtes le bienvenu à Sfax lors du prochain Merci, voyage. c'est gentil. Avec Mais je plaisir. viendrai un jour, on verra. Ouais, on veut. Merci beaucoup pour cette belle présentation et pour ce beau voyage que vous nous avez fait voyager. Merci beaucoup, avec Et bon plaisir. courage pour Et j'ai votre pu prochaine faire des photos, ça sert à ça, expérience. ça sert à partager. Je disais faire des Ouais, photos, ça sert à partager. partager, ouais, exactement. Et j'ai fait quelques films aussi. Du coup, j'ai fait un film l'expédition, sur une expédition en Birmanie. J'ai Mhm. fait un film sur une expédition en Papouasie et un autre film sur une expédition au Pérou. Et j'en finis un sur l'expédition en Crète. Voilà. Parce que je fais des photos, mais du coup, faire des films aussi, c'est un bon partage. Ah oui. Ah, vous pouvez les partager avec nous si vous voulez. Si vous Oui, voulez. je pourrais mettre des liens, ouais. Bien. Ouais, exactement. Voilà. Voilà. Merci encore une fois. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Oh, merci Phil. Pendant le confinement, tu as partagé certains de tes films, sinon tous. Oui, c'est possible, ouais. Ouais, ouais, je l'avais fait, Ouais, ouais. tu peux nous donner le lien de la chaîne, comme ça tout le monde pourra les voir. Je te remercie finalement pour ton partage, pour cette mémorable soirée avec les souvenirs que tu as partagés avec nous. Un tour du monde sous. Ouais.
Je peux vous assurer tous que Phil est plus à l'aise sur corde que sur pied, hein, que sur jambe. Tu dis quoi? Que je marche pas droit, c'est ça? Non, non, non. Bon. Allez, je te remercie encore une fois. On va clôturer. Donc هكا نكون وصلنا لحلقة اليوم. إن شاء الله لقاء اليوم كان ملهم. نحب نشكر الفريق التقني الكل على الحرفية بتاعهم، كرامة وخاصة جميلة اللي ما تظهرش برشا، اللي هي المخرجة بتاع الانسبايرنج ميتينجز الليلة. اللقاء الملهم الجاي باش يكون إن شاء الله جماعتين أخرين. إن شاء الله تكونوا معنا، وإن شاء الله نكونوا ألهمناكم الليلة. صحة الله خير الناس الكل.